Bonjour à tous, nous sommes dimanche 5 octobre, une nouvelle semaine se termine et il est donc temps de refaire le format que vous aimez de plus en plus, les Belgactus de la semaine, l'actu belge, principalement politique. Et je vous propose de commencer d'abord par une date clé qui va bientôt arriver le 14 octobre. Ce jour-là, c'est le jour où le gouvernement fédéral devrait avoir fini de boucler son budget. Bart De Wever prévoit de faire une déclaration de politique générale devant la Chambre des représentants, mais c'est aussi le jour où une manifestation nationale en front commun syndical est prévue. Bonjour à tous, nous sommes dimanche 5 octobre, une nouvelle semaine se termine et il est donc temps de refaire le format que vous aimez de plus en plus, les Belgactus de la semaine, l'actu belge, principalement politique. Et oui, si vous me suivez déjà, vous le savez, tous les gouvernements du pays sont en train en ce moment même de négocier leur budget pour l'année 2026. C'est un moment important, c'est ce qui va déterminer toute la politique que les gouvernements vont mener l'année prochaine, les recettes et aussi les dépenses. Pour ce qui concerne le gouvernement fédéral, le déficit, donc l'argent que le gouvernement dépense en plus de ce qu'il a gagné, est abyssal. Il est de 26,6 milliards d'euros pour cette année en 2025 et à politique inchangée, il pourrait être de 42 milliards d'euros à l'horizon 2030. Le gouvernement doit donc arriver à maîtriser ce déficit et pour ça, plusieurs idées sont arrivées sur la table. Il se murmure dans les couloirs que l'objectif serait de faire des économies, 8 à 10 milliards d'économies d'ici l'horizon 2029 pour réduire le déficit à 4% du PIB de la Belgique. Le PIB, c'est donc l'ensemble des richesses produites par le pays en un an et cette réduction à 4% du PIB, elle se ferait essentiellement via des économies, des réductions de dépenses. Cependant, on peut quand même noter que Voreut a décidé de proposer aussi une nouvelle taxe qui vise les épaules les plus larges. L'idée de son président de parti, Conor Rousseau, c'est d'imposer les personnes qui disposent d'un capital financier de plus d'1 million d'euros sur leur compte en banque et tout compte en banque confondu. Concrètement, les personnes qui disposent d'1 million d'euros sur l'ensemble de leur compte en banque seraient taxées à 0,3%. Les personnes qui disposent de plus de 2 millions d'euros sur l'ensemble de leur compte en banque seraient taxées à 0,45% et les personnes qui disposent de plus de 3 millions d'euros seraient taxées, elles, à 0,6%. Voreut espère ainsi ramener 1 milliard d'euros par an dans les caisses de l'État. L'idée, cependant, a été balayée par Georges-Louis Boucher et par l'EMR, qui, lui, depuis des mois, a ce slogan « Aucune taxe de plus dans le pays le plus taxé au monde ». Georges-Louis Boucher et son parti, le Mouvement réformateur, préfèrent s'attaquer à ce qu'ils appellent les faux malades. Et là-dessus, on a eu un peu de précision de la part du ministre de l'Emploi, David Clairinval, cette semaine. En effet, David Clairinval a proposé de retirer le contrôle des personnes en invalidité de longue durée aux mutuelles pour le redonner plutôt à l'INAMI. Il se base pour ça justement sur une enquête menée par l'INAMI. En effet, d'après David Clairinval, sur 768 dossiers qui ont été contrôlés de personnes bénéficiant d'une reconnaissance d'invalidité jusqu'à la pension, alors que l'invalidité n'était pas irréversible, seuls 16,7% ont été confirmés alors que 83% des dossiers n'étaient pas dans les conditions pour garder la reconnaissance jusqu'à la retraite. David Clairinval indique même que dans 27,2% des cas, l'INAMI a retiré immédiatement les indemnités. Le ministre en tire donc comme conclusion que les mutuelles ne font pas assez bien leur travail, qu'elles ne sont pas réellement incitées à le faire parce qu'elles n'y ont pas intérêt et que cela pourrait rapporter de l'argent à l'État, environ 1 milliard d'euros. Il propose donc cette solution de retirer le contrôle des personnes en invalidité de longue durée aux mutuelles pour le redonner à l'INAMI. Le but affiché serait donc d'avoir plus de contrôle de ces personnes-là. On parle de plus de 500 000 personnes actuellement qui sont en invalidité de longue durée. Et puis enfin, l'EMR insiste sur un point, c'est que les personnes qui sont, elles, réellement malades, il faut les protéger absolument et maintenir leurs droits. Ça, c'est donc pour les propositions dont on sait qu'elles seront sur la table des négociations pour l'instant. Maintenant, attention donc au gouvernement fédéral. Ces négociations, justement, elles auront lieu au minimum jusqu'au 14 octobre et tout peut encore changer d'ici là.
Le 14 octobre sera aussi une date clé pour les syndicats et tous ceux qui ne sont pas contents de l'Arizona. Une grande manifestation nationale menée en front commun syndical commencera ce jour-là à Bruxelles à partir de 10 heures du matin à la gare du Nord et les manifestants se dirigeront ensuite vers la gare du Midi. Les syndicats entendent ainsi protester contre toutes les actions du gouvernement, toutes les réformes qui ont été annoncées jusqu'ici, notamment la réforme des pensions avec l'introduction du bonus-malus, mais aussi les changements des règles pour les militaires, pour les conducteurs de train et pour les fonctionnaires. Les syndicats espèrent réellement une mobilisation massive et les dernières grandes manifestations avaient pu réunir plus de 100 000 personnes. On va voir si le mouvement continue de s'amplifier ou bien s'il y a plutôt une érosion. Du côté des perturbations prévues ce jour-là sur l'ensemble du pays, on peut s'attendre à des perturbations dans tout le réseau de transport en commun, même si pour l'instant, l'ATEC, Delane, la SNCB ou encore la STIP n'ont encore fait aucune communication sur le sujet. Ce qui est certain par contre, c'est qu'au niveau des aéroports de Bruxelles National et de Charleroi, aucun vol ne décollera ce jour-là. Les atterrissages restent eux théoriquement possibles. Autre sujet, y a-t-il eu des violences policières jeudi soir à Bruxelles lors d'une manifestation de protestation contre l'arrestation de la flottille pour Gaza? La flottille pour Gaza, c'est donc ce groupe de bateaux chargés d'aide humanitaire qui part régulièrement en direction de la bande de Gaza et qui se fait systématiquement arrêter à l'approche justement de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Le dernier voyage en date a commencé en Espagne avec cette fois une grosse délégation, une quarantaine de navires, une 400 personnes présentes à bord et donc les arrestations ont commencé à partir de mercredi à l'approche de la bande de Gaza. Ces arrestations ont déclenché une vague de protestations un peu partout sur le continent européen et chez nous, à Bruxelles, dès mercredi soir, environ 400 manifestants se sont réunis devant le ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs Maxime Prévost, avait ce soir-là rapidement réagi en appelant l'État hébreu à respecter le droit international. Et le lendemain, jeudi, toujours à Bruxelles, une deuxième manifestation a eu lieu, réunissant cette fois jusqu'à 4000 manifestants, avec toujours comme point de départ le ministère des Affaires étrangères. Mais cette fois, les manifestants ont voyagé. Ils sont allés d'abord à la place du Luxembourg, où se trouve le Parlement européen. Ils sont ensuite allés vers la place de la Bourse, en bloquant au passage certains tunnels. Ils sont aussi allés vers le boulevard Anspach, dans les petites rues avoisinantes de la capitale. Mais il semble que vers 21 h, environ 1000 manifestants se trouvaient de nouveau sur la place du Luxembourg, donc à proximité du Parlement européen. Ils y auraient installé des barrages et à ce moment-là, la police a décidé de disperser les manifestants. La police dit avoir procédé à 4 arrestations. Elle dit aussi avoir constaté diverses dégradations comme des tags ou alors du mobilier urbain détruit. Les policiers auraient également reçu divers projectiles. Mais sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos ont circulé et semblent montrer que des violences policières ont eu lieu. Suite à cela, l'organisation Amnesty International a communiqué et exige l'ouverture d'une enquête. Amnesty International appelle la police de Bruxelles à respecter le droit international et aussi le droit de manifester. Pour eux, la police a décidé de disperser les manifestants sur la place du Luxembourg sur ordre de la bourgmestre d'Ixelles parce que la manifestation n'avait pas été autorisée, ce qui, je cite, ne répond pas aux exigences minimales pour procéder à la dispersion d'une manifestation et encore moins pour recourir à la violence policière. Pour l'organisation Amnesty International, il y a donc de sérieuses raisons de penser que le déploiement d'une telle force repose sur une décision illégitime de disperser une manifestation pacifique. Autre sujet, dans une interview accordée au journal Le Soir, le président du Parti socialiste Paul Magnette a décidé d'appeler les autres partis politiques démocratiques, mais aussi diverses organisations de la société civile, à se réunir et réévaluer la question du cordon sanitaire. Il estime en effet que si l'outil a été efficace par le passé, il a aujourd'hui été vidé de sa substance. Il a commencé l'interview en parlant de la situation internationale et de la montée de l'extrême droite dans divers pays. Et pour ce qui est de la Belgique, il évoque une diffusion lente d'une série d'idées, de thèmes et d'attitudes typiques de l'extrême droite. Il cible très fort d'ailleurs le mouvement réformateur.
Il estime que l'extrême droite s'est organisée au sein du mouvement réformateur tout en précisant que le MR lui-même n'est pas d'extrême droite. Pour lui, il y a des signes qui ne trompent pas. Certains signes, par exemple, tels que le fait que des personnalités d'extrême droite aient rejoint le mouvement réformateur, mais aussi que certains membres du MR republient sur les réseaux sociaux des posts attribués à des comptes d'extrême droite, ou encore le fait d'organiser des conférences avec des personnalités proches de l'extrême droite. Il souhaite donc une réunion des organismes de la société civile ainsi que de tous les partis démocratiques pour réfléchir à la question. À noter que chez nous, le cordon sanitaire est couché sur papier côté francophone dans la charte de la démocratie. La charte de la démocratie qui dit notamment ceci, je cite, le MR, le PS, Écolo, Défi et les engagés ne monteront dans aucun gouvernement avec l'extrême droite, ne participeront à aucun débat dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux avec des représentants de partis qui, manifestement, portent des idéologies ou des propositions susceptibles d'attenter aux principes démocratiques qui fondent notre système politique. Cette charte a été modifiée pour la dernière fois en 2022 et les partis signataires sont donc forcément le mouvement réformateur, les engagés, Défi, le PS, mais aussi Écolo, et pas le PTB. Le PTB a exprimé le fait qu'il soutient totalement la charte, mais il a justifié son choix en expliquant qu'il est un parti national et qu'en Flandre, le cordon sanitaire n'existe pas. Il ne peut donc pas se priver des débats en Flandre, et en Flandre, il y a l'extrême droite. Enfin, dernier sujet, c'est assez exceptionnel pour le souligner. Bruxelles n'a toujours pas de gouvernement, mais devrait quand même pouvoir se doter d'un budget pour l'année 2026. La proposition vient de David Leister. Le budget 2026 serait voté avec l'EMR, le PS, les engagés, Écolo côté francophone, Groen côté néerlandophone, Vooruit, mais aussi l'Open VLD. On a eu un doute un temps sur la participation de l'OpenVLD à ce budget, mais il a finalement accepté tout en avertissant que ce serait difficile. L'objectif serait de limiter le déficit de la région de Bruxelles-Capitale à 1,5 milliard d'euros. C'est vraiment une manière de faire très habituelle. Normalement, un budget ne peut pas être voté sans un gouvernement de plein exercice, mais donc ici, vous le voyez, à situation exceptionnelle, solution aussi exceptionnelle. La région de Bruxelles-Capitale est sans gouvernement de plein exercice depuis les élections de 2024 et cela pose beaucoup de problèmes parce qu'en attendant, elle fonctionne avec la règle dite des 12e provisoires qui limite très fortement les dépenses. La région ne peut en fait pour l'instant pas dépenser ce qui n'avait pas été prévu dans le budget 2024. Ça veut dire par exemple que toutes les aides à la rénovation se sont arrêtées et donc ça met en difficulté les entrepreneurs de la région bruxelloise. Ça veut dire aussi par exemple que toutes les aides du secteur non marchand, eh bien, elles sont aussi mises en péril. Le secteur non marchand, ça concerne tous les métiers sociaux à Bruxelles et ça représente environ 100 000 emplois. Le fait de voter un budget à Bruxelles via cette méthode un peu spéciale permettrait donc vraisemblablement de sortir de la règle des 12e provisoires. Voilà donc pour ces quelques belles actus de la semaine. J'espère que mon contenu vous a intéressé. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous normalement lundi pour la sortie de la prochaine vidéo. Ce sera celle de la rentrée politique des engagés. Et puis je vous donne aussi forcément rendez-vous dimanche prochain pour les prochaines belles actus de la semaine. Ciao!